Je vais vous présenter brièvement la Fondation Vivamente. Donc, la Fondation Vivamente est une institution à but non lucratif reconnue d'utilité publique, établie en 2022 à Genève par Marcello et moi. Nous sommes donc une entité très jeune, mais nous avons le plaisir et le privilège d'avoir déjà dans notre conseil de fondation des personnalités éminentes de la psychiatrie et de la psychologie suisse et je dirais aussi européenne. Le professeur Guido Bondolfi, dont Mirella a parlé tout à l'heure, qui était médecin-chef aux HUG. Nous avons aussi le docteur Julien Elov, médecin psychiatre au CHUV de Lausanne, chef du service de psychiatrie adulte de l'Ouest vaudois. Et nous avons madame Sigrid Malandin, psychologue également au CHUV, également au service de psychiatrie adulte de l'Ouest vaudois, où elle est responsable du service psychologique et de l'unité ambulatoire de thérapie comportementale et cognitive. Notre fondation est née sur la base de notre vécu. Marcello et moi, nous sommes les parents d'un garçon de 25 ans maintenant, qui présente un trouble du spectre autistique, ce qu'auparavant on appelait un syndrome d'Asperger. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça comme ça, mais c'est un trouble du spectre autistique, avec en comorbidité un TOC sévère qui s'est manifesté quand il avait à peu près 4-5 ans, donc il était vraiment très très jeune, tout petit. Un TOC apparemment résistant et qui est devenu au fil des années de plus en plus handicapant. Au fil des années, justement, notre fils a bénéficié de plusieurs prises en charge à Genève et c'est vrai que par moments il a bien progressé, il a toujours pu suivre une scolarité normale par exemple, mais en 2018, arrivé en 3e année du collège, il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas pu poursuivre sa scolarité car son TOC était devenu tellement envahissant qu'il l'obligeait à ritualiser presque H24. Face à cela, ne sachant plus trop où donner de la tête en fait, nous avons pris une décision radicale. Grâce à des contacts développés au fil des années dans notre parcours de combattant, nous avons décidé de partir aux États-Unis pour que Vittorio, notre fils, puisse y suivre une thérapie dans une clinique spécialisée, dirigée jusqu'en 2017 par le docteur Eric Alan Storch en Floride. Eric Storch, c'est un psychologue, un spécialiste éminent du TOC. Il a travaillé avec Wayne Goodman, qui est le créateur de la Y-Box et de la Psy-Box, qui sont les échelles mondiales pour l'évaluation de la sévérité du TOC chez l'adulte et chez l'enfant. Et Eric Storch a créé récemment la Y-Box 2, c'est-à-dire la nouvelle version de la Y-Box, qui n'est pas encore utilisée en Europe, mais qui va venir, qui sera bientôt disponible. Aujourd'hui, Eric Storch travaille dans la recherche à Houston, auprès du Baylor College of Medicine, tout en poursuivant également son activité clinique, ce qui est rare en fait, d'avoir des professionnels qui font à la fois et la recherche et l'activité clinique. Il est vraiment extraordinaire dans cela. Et il collabore avec nous en tant que formateur avec son groupe RBH, Rethinking Behavioral Health. Le programme thérapeutique qu'il a mis en place en Floride à l'époque est un programme intensif, un régime d'hôpital 2 jours, selon un modèle qui n'existe pas en Suisse et qui à ce moment-là représentait pour nous une dernière chance vraiment. Parce que, en effet, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce programme a changé la vie de notre fils et la nôtre également. Vittorio est entré à la clinique en Floride avec un bilan de TOC extrême et il en est sorti 7 semaines après avec un bilan de TOC léger à modéré. Donc il est rentré à Genève, il a réussi sa maturité, il a obtenu son permis de conduire et il a pu s'inscrire à l'université. Donc face à cela, oui, on a été vraiment très impressionnés. Alors je dis toujours que les recettes miracles n'existent pas parce qu'on sait que le TOC c'est une pathologie complexe. Mais néanmoins, notre fils a vraiment très bien réagi à cette approche. Aujourd'hui, il vit seul aux États-Unis. Il a obtenu cette année en mai son bachelor en mathématiques et maintenant il poursuit ses études en ingénierie. Donc on est très heureux de dire ça. On le considère entre guillemets rétabli en touchant du bois, tout ce qu'on peut toucher parce qu'on sait que c'est des équilibres fragiles. On surveille toujours. Mais il arrive à se gérer, il est autonome et voilà, il a un espoir pour son futur en fait
Et il est en train de faire quelque chose qu'il aime beaucoup, en fait, des études qu'il aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est un message aussi positif qu'on veut donner parce que ça veut dire qu'on quand même on peut s'en sortir en fait. Il ne faut jamais oublier ça, jamais baisser les bras. En rentrant des États-Unis avec notre fils bien, disons ça comme ça, rétabli, nous, de notre côté, nous avons ressenti le besoin de nous engager pour que d'autres personnes puissent profiter de ce type de programme sans devoir forcément traverser l'Atlantique. Donc, voilà. Quelle est la mission de notre fondation? Notre mission est l'introduction à Genève et plus tard en Suisse du même programme thérapeutique intensif et spécifique, un régime d'hôpital de jour, que notre fils a suivi aux États-Unis. Un programme qui est connu depuis 20 ans en fait pour la prise en charge d'enfants, adolescents et adultes souffrant de TOC sévères et résistants, n'ayant pas répondu au modèle traditionnel de traitement ambulatoire. Le programme sera proposé en collaboration avec Eric Storch, qui est le créateur en fait, du programme, et son groupe RBH, et en partenariat avec un centre thérapeutique genevois, le CCAF, le Centre de consultation enfants, adolescents et familles aux eaux vives, qui est déjà opérationnel depuis plus de 10 ans et qui récemment a obtenu licence pour œuvrer en tant qu'hôpital de jour. Néanmoins, c'est important de savoir que le concept d'hôpital de jour que nous avons actuellement en Suisse ne correspond pas du tout au modèle américain en fait. Il y a énormément de différences par rapport à la structure, en termes de quantité, intensité, durée du traitement et donc de qualité. Donc on peut pas, quand on dit hôpital de jour en Suisse, c'est pas la même chose que l'hôpital de jour aux États-Unis. Et vous verrez qu'est-ce que c'est qu'un hôpital de jour en fait comme nous l'entendons aux États-Unis. Là, on rentre justement un peu plus en détail sur notre programme. Le programme que notre fondation souhaite introduire compléterait donc de façon ciblée l'offre thérapeutique en proposant des soins intermédiaires et en développant une prise en charge intensive et structurée, un régime d'hôpital de jour. Ce programme se base sur une littérature académique essentielle, soutenant cette approche individualisée et se structure selon deux modalités différentes. Alors, on a un programme d'hospitalisation partielle, PHP, ça veut dire 6 heures de psychothérapie par jour, 5 jours par semaine, pour une durée de 6 à 8 semaines et jusqu'à 3 mois. Ou alors, un programme en ambulatoire intensif, IOP, de 3 heures de psychothérapie par jour, 5 jours par semaine, toujours 6 à 8 semaines de durée et jusqu'à 3 mois. Mais, qu'est-ce qui fait la différence dans ce type de programme? Alors, le TOC est une pathologie extrêmement complexe. La thérapie cognitive et comportementale, la TCC, avec EPR, exposition et prévention de la réponse, est à ce jour l'approche de choix pour la traiter de façon adéquate. Et ça, c'est connu dans le monde entier et la communauté scientifique est absolument, complètement d'accord sur cela, reconnaît ça à l'unanimité. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la thérapie cognitive et comportementale avec exposition et prévention de la réponse? Tout le monde est au courant. Là, vous voyez sur la slide les deux approches. Oui. Alors, la thérapie cognitive comportementale, justement, comme on dit sur notre slide, c'est une approche qui aide à identifier et modifier les pensées négatives et les comportements problématiques en se concentrant sur le présent pour améliorer l'état émotionnel. C'est-à-dire que c'est une méthode collaborative et axée sur des solutions, où le patient apprend des stratégies pratiques pour se sentir mieux au quotidien. Donc il y a un côté cognitif, c'est vrai, mais il y a un côté comportemental également important, donc ça peut être très pratique et très pragmatique, et vraiment axé sur le présent, donc on veut résoudre le problème dans le quotidien, au présent. On ne va pas faire des analyses comme en psychoanalyse ou avec d'autres approches thérapeutiques, on reste vraiment sur le présent et on essaie de faire en sorte que le souffrant puisse surmonter ses problèmes et fonctionner au quotidien. C'est proactif entre les patients et les thérapeutes. Voilà, c'est très collaboratif aussi, donc très actif et le patient apprend vraiment à surmonter ses problèmes et à fonctionner dans sa quotidianité, dans son quotidien. La TCC avec EPR, c'est quoi? EPR, exposition et prévention de la réponse. Donc c'est une forme de thérapie cognitive et comportementale
qui consiste à s'exposer volontairement aux situations ou pensées déclenchant l'anxiété. Donc ça, c'est l'exposition, tout en s'abstenant de réaliser les rituels compulsifs habituels qui soulageraient temporairement l'anxiété, mais qui en réalité alimentent le cercle vicieux du TOC. Donc, le patient est exposé à ses angoisses, à ses TOC, mais on l'empêche, il n'a pas le droit, disons ça comme ça, c'est mieux, il n'a pas le droit de ritualiser, donc d'accomplir le rituel qui le soulagerait au niveau de l'anxiété. Donc, il doit apprendre à vivre avec cette anxiété, et il y a tout un protocole en fait pour faire en sorte que le patient se désensibilise par cette façon-là, parce qu'à chaque fois qu'il s'expose à cette angoisse, l'angoisse monte, mais à chaque fois elle monte un peu moins en fait. On lui fait comprendre que même si l'angoisse monte à des niveaux très élevés, elle ne peut pas rester à ce niveau-là éternellement en fait, ou très longtemps. Elle va redescendre de façon physiologique. Donc, une fois que le patient comprend ça, il arrive peut-être à mieux gérer son anxiété, et le plus qu'il s'expose à ces angoisses, le moins l'anxiété va monter, jusqu'au moment où l'anxiété monte presque plus ou plus. Donc, il est désensibilisé par rapport à ce type de TOC ou d'angoisse. Donc ça, c'est la thérapie de choix pour les TOC. Mais une formation en TCC générique ne suffit pas pour une intervention efficace. Donc c'est vrai que la TCC avec exposition de la réponse est la thérapie de choix pour traiter le TOC. Mais cette forme de thérapie n'est efficace que si elle est administrée selon un protocole précis et spécifique. Donc, je posais la question, qu'est-ce qui fait la différence dans notre programme? Alors, la réponse que je vais donner là, ce n'est pas la réponse d'une professionnelle. Je ne suis pas une professionnelle dans ce sens-là, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais je peux donner une réponse en tant que parent et sur la base de mon expérience et de notre vécu. Nous pensons aujourd'hui pouvoir affirmer que oui, c'est vrai, la TCC avec EPR, c'est la thérapie de choix, mais pour qu'elle soit efficace, elle doit être administrée d'une façon précise, selon un protocole bien spécifique, et c'est ce protocole qui fait la différence et que nous avons expérimenté aux États-Unis avec notre fils et dans le programme conçu par Eric Storch. Alors, sur la base de ça, nous avons élaboré des critères, une petite liste de critères pour une TCC avec EPR vraiment efficace. Alors, le premier point hyper important, c'est le cadre, l'hôpital de jour. Dans le modèle hôpital de jour, le patient n'est pas coupé de son entourage, de son réseau familial et de son environnement habituel où les TOC ont d'habitude leurs racines. Cela permet de combattre le monstre sur son terrain dans un contexte qui est concret, qui est réel, et en même temps, ça réduit le risque de rechute une fois rentré à domicile. Deuxième point très important, c'est la quantité. Comme on disait, une prise en charge ambulatoire de maximum 2 ou 3 heures de psychothérapie par semaine est largement insuffisante pour traiter un TOC sévère. Et personnellement, j'ai envie de dire, j'ai des doutes aussi par rapport à des TOC modérés. Une hospitalisation en régime d'hôpital de jour, en revanche, propose un programme d'hospitalisation partielle et un programme ambulatoire intensif de 6 voire 3 heures de psychothérapie par jour, 5 jours par semaine, sur 6-8 semaines et jusqu'à 3 mois. Donc cela est fondamental parce que la désensibilisation et les outils pour contrôler son trouble sont acquis dans la répétition des exercices. Donc faut pas rêver, hein. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est hyper important. Troisième point, c'est la qualité. La TCC avec EPR est administrée selon un protocole strict, intensif, structuré, cohérent et personnalisé sur la base d'une hiérarchie des TOC du plus faible au plus sévère et selon les besoins de chaque patient. En même temps, les thérapeutes présentent un niveau extrêmement élevé de compétences dans la TCC pour le TOC. Des compétences acquises par une formation qu'on pourrait presque définir une formatation tellement elle est aussi rigide, et un entraînement vraiment intensif et constant qui est basé également sur la répétition, donc exercice aussi pour les thérapeutes pour se former à ce type de travail. En plus, les thérapeutes, ils connaissent le trouble dans tous ses détails, ses nuances et sa complexité.
Alors notre fils, par exemple, après la première semaine à la clinique, il est venu vers nous et nous dit « Ah, vous savez, en fait ici, le TOC n'a aucune chance de s'échapper. » Alors qu'il avait mené en bateau ses thérapeutes pendant 15 ans ici à Genève, en fait. Donc il était absolument abasourdi par ça. Il voyait qu'il n'y avait vraiment pas d'échappatoire. Les thérapeutes arrivaient à détecter des TOC qui étaient en train de changer de forme avant même qu'il lui se rende compte lui-même que son TOC était en train de changer de forme, en fait. C'était un truc impressionnant à voir parce que nous, on n'avait jamais vu ça. Nous, on s'est dit, mais là, on est vraiment sur une autre planète, quoi, en fait. C'est quelque chose qu'on n'a vraiment jamais vu, jamais vécu dans notre parcours du combattant en Suisse, à Genève. Alors, nous, on est d'origine tessinoise, donc on a déjà commencé au canton du Tessin, et ensuite à Genève, dès qu'on s'est installé à Genève. Et le quatrième point, mais pas par ordre d'importance, parce que c'est un point fondamental pour la réussite du parcours thérapeutique, c'est l'implication des proches. Le TOC est une pathologie familiale, dans le sens qu'elle impacte fortement tous les membres de la famille et toute la dynamique familiale. Donc les proches doivent être impliqués à 100% dans le parcours thérapeutique, doivent recevoir une psychoéducation ciblée et approfondie, doivent apprendre à interagir avec la personne souffrante, à gérer son TOC de façon adaptée et adéquate. Donc les proches sont des vrais cheerleaders, comme on nous disait aux États-Unis. On était là, on était les fans en fait de notre fils, on était là pour le soutenir. Comme si on regardait un match de foot en fait, on le soutenait pour ça. Et ça, on nous le répétait tous les jours, vous êtes les cheerleaders de votre enfant. Donc, soyez à hauteur de ça, quoi. Impliquez-vous. Et cela, effectivement, c'est essentiel dans le résultat de la prise en charge thérapeutique. Donc, les 4 points que je viens d'évoquer sont vraiment à la base de notre programme, ce sont le noyau du projet, en fait. Là, on rentre maintenant plus en détail dans la présentation du programme lui-même, comment ça se présente et comment il est vécu. Donc là, on va vous présenter une journée type dans le cadre d'un programme d'hospitalisation partielle, donc un PHP, comme nous on l'a vécu à la clinique en Floride à l'époque. Et ça, donc, c'était déjà le planning quotidien que nous on a reçu en arrivant à la clinique. Alors l'exemple qu'on va vous présenter montre une prise en charge de base. Dans ce cadre, les soins et la durée du traitement sont ciblés, sont personnalisés selon les spécificités du patient. Donc, à son arrivée à la clinique, le patient reçoit un classeur qu'on a là, parce que ça c'est le classeur que notre fils avait reçu, avec plein de fiches et de documents. Ici, ce que vous voyez là, c'est le planning journalier tel qu'on l'a reçu le premier jour. Mais on va de l'avant et voilà. On vous décrit ça, là c'était en anglais, là on vous décrit vraiment étape par étape, pas après pas, ce qu'on a vécu, pour vous donner une idée concrète en fait, parce que nous ce qu'on veut transmettre c'est vraiment, comment dire, une idée vraiment pratique et concrète de ce que nous avons vécu, parce qu'on a beaucoup parlé autour de nous, de notre programme, etc., mais on n'est jamais vraiment rentré dans les détails, donc on veut que vous ayez une idée concrète de ce qu'on vit dans un programme comme ça. Donc, le premier jour, on arrive à la clinique, il y a un check-in, donc il y a les formalités administratives, il y a l'attribution de la chambre qui n'est pas une chambre d'hôpital, c'est un cabinet de psychothérapie comme on le trouve dans n'importe quel cabinet partout dans le monde en fait, hein. Ce n'est pas une chambre d'hôpital. Il y a la première rencontre avec les psychothérapeutes, il y a un bilan initial pour l'établissement d'un diagnostic précis, pour l'évaluation de la situation, donc la sévérité du TOC, les éventuelles comorbidités, et pour l'élaboration d'une hiérarchie des TOC du plus faible au plus intense, ce qui va permettre la mise en route d'un programme thérapeutique strictement personnalisé. Ça prend une demi-journée, donc une matinée pour faire tout ça, et l'après-midi, c'est le début du traitement thérapeutique carrément direct. Est-ce que vous pourriez donner des exemples de cette hiérarchie de TOC? On va arriver. Oui, on va y arriver. C'est ça, mais alors ça, c'est des exemples de bilan, en fait, comment ça se présente, hein, les fiches aux patients. Donc il y a plein de questions, c'est très approfondi. Et ça prend quand même quelques heures hein, pour le faire.
Là, c'est un exemple de Y-box, donc l'échelle pour calculer la sévérité du TOC, avec les questions qu'il peut y avoir. Ça c'est une forme de présentation, ça peut se présenter sous d'autres formes. Les questions restent ça, en fait, le noyau, c'est ça. Là, il y a par exemple un thermomètre de l'anxiété, donc tout est vraiment décrit en détail, hein, toutes les nuances en fait par lesquelles on peut passer quand on est dans un état d'anxiété. Tout est décrit vraiment de façon très précise pour que le patient puisse chiffrer son ressenti, parce que tout est chiffré en fait. Donc voilà. C'est-à-dire chaque question posée au patient est évaluée par les patients mêmes sur 1 à 7. Sur une échelle de 1 à 7. Est-ce que toucher les germes, les microbes, c'est où de 0 à 7? Selon plein de questions voilà. recadrées. Oui, selon les critères qui sont expliqués là en fait. Ça, c'est un autre exemple de thermomètre sur une échelle de 0 à 10 avec des emojis aussi pour les enfants, mais pas que. Hein. Donc, ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir chiffrer parce que ça donne au patient une idée concrète de son travail, de ses progrès aussi. Et vous verrez, on expliquera aussi après comment ça motive en fait le patient à aller de l'avant. Ça, c'est Subjective Units of Distress Scale. L'échelle subjective de détresse. Voilà. Alors, on revient sur la journée type. Alors, le premier jour, on l'a décrit, c'est ça. À partir du deuxième jour, ce qui se passe, c'est ça. Entre 8h et 9h le matin, pour les enfants et les adolescents. Alors, je spécifie que nous, on a vécu avec notre fils un programme pédiatrique, parce que notre fils a eu 18 ans à la clinique en 2018. Donc nous, on était encore dans un programme pédiatrique, mais c'est plus ou moins la même chose pour les adultes. Hein. La méthode est la même, mais notre expérience est faite avec les enfants et les adolescents. Donc pour les enfants et les adolescents en thérapie pendant les vacances scolaires, voire en rupture de scolarité, cette première heure, c'est un moment consacré aux devoirs et ou à l'apprentissage scolaire si besoin. Ce n'est pas obligatoire. Entre 9h et 11h, en 9h, il y a le check-in en fait, officiel à la clinique. Donc dans sa chambre, il y a un entretien avec le psychothérapeute pour la mise en place du programme d'exercice de la journée. Ensuite, il y a le début de la TCC avec EPR, donc les exercices individuels qui peuvent avoir lieu dans sa chambre, ailleurs dans la clinique, même à l'extérieur, selon les exercices, selon les progrès de la personne, mais toujours accompagné par le psychothérapeute et suivi par les parents ou par un proche ou des proches. Et selon la créativité des thérapeutes. Voilà, bien évidemment, les expositions, après on verra, sont proposées sous une forme infinie un éventail infini de formes en fait. Voilà. Entre 11h et midi, 1 heure de thérapie de groupe dans une salle commune. Entre 12h et 13h, c'est le repas en commun, normalement en 2 groupes, et qui est obligatoire car il est considéré comme un moment thérapeutique à part entière. Et à ce moment-là, par contre, les proches ne peuvent pas participer. En fait, c'est un moment que pour les patients. Entre 13h et 15h, on recommence les exercices de TCC avec EPR, exactement selon la modalité qu'on a décrite, hein, très personnalisée, toujours accompagné par le thérapeute et par ses proches. Entre 15h et 15h30, il y a le check-out. Donc, on se retrouve dans sa chambre avec le thérapeute, on fait un bilan de la journée. Et le psychothérapeute attribue des devoirs effectués à domicile pour le lendemain. Des instructions sont aussi données aux parents et aux proches concernant l'accompagnement du patient et de ses exercices en dehors de la clinique, et on est briefé aussi pour la gestion de crise. Par exemple, nous, on avait un numéro d'urgence qu'on pouvait appeler H24, 24 heures sur 24. En fait, vraiment, on avait un soutien bien mis en place et bien concret. Mais on était briefé, en fait, avant de quitter la clinique tous les jours sur ce qu'il y avait à faire pour le lendemain.
On n'a pas la bonne présentation. Hein. Ah oui, là c'est juste. Alors, entre 15h de l'après-midi, 15h30 et 8h du lendemain, il y avait les exercices à domicile selon le programme établi avec le thérapeute. Donc, nous, on avait reçu des instructions et on accompagnait en fait notre enfant dans ces exercices, dans ces expositions avec prévention de la réponse. À la maison, on avait des instructions, parfois ça c'était à la maison, on devait faire ça au supermarché, on devait sortir dans un parc, enfin, selon les exercices qu'il avait à faire. À 9h, le matin, il y avait de nouveau le check-in, et là, il y avait le compte-rendu de comment ça s'était passé, la fin de la journée, le soir, la nuit, comment les exercices s'étaient déroulés, ce qu'on était arrivé à faire ou pas. Et sur la base de ça, il y avait la mise en place du programme des exercices pour la journée. Et donc, avec les parents, c'était aussi avec nous? On est impliqué. Avec nous tout le temps, en fait. Nous, on était tout le temps avec notre enfant. En fait. Pas obligatoire, mais c'est encouragé. Absolument. Et ça, c'est un exemple. Après, voilà. Assignments. Voilà. Ça, c'est un exemple, l'exemple des devoirs à domicile. Alors, les premières lignes que vous voyez là, c'était ce qu'il avait à faire le soir d'avant, en fait, le jour d'avant, en sortant de la clinique. Le check-out. Et donc, ça, on discutait lors du check-in le lendemain. C'était le bilan qu'on faisait sur comment ça s'était passé la soirée, enfin la fin d'après-midi, la soirée et la nuit. Et sur la base de ce compte-rendu, on établissait les devoirs pour la journée, en fait, le programme d'exercice pour la journée à la clinique. Ok. À ce planning de base journalier qu'on vous a montré, il faut ajouter des contrôles réguliers de ces paramètres physiques, donc en particulier la tension et le rythme cardiaque étaient toujours gardés sous contrôle. Il y avait 1 heure de thérapie familiale par semaine. Il y avait 30 minutes, voire 1 heure de séance par semaine avec la psychiatre, en l'occurrence c'était une dame. Pour la gestion des médicaments, notre enfant avait un médicament, un antidépresseur, il prenait du Zoloft, en fait, de la sertraline. Il y avait un après-midi par semaine de psychoéducation, voire de formation pour les proches. Alors on était tous dans une chambre, on appelait ça l'université des proches, en fait. C'était comme ça la définition là-bas. Parents University. On recevait énormément d'informations sur le TOC, sur la gestion et l'aide à une personne atteinte. On pouvait poser toutes nos questions, en fait. C'était vraiment un moment formatif, en fait. Et il y avait des bilans intermédiaires complets toutes les 2 semaines, en fait. Et comme tout est chiffré, le patient peut vérifier ses progrès, ce qui lui fait du bien et le motive à aller de l'avant parce qu'il voit vraiment concrètement noir sur blanc combien il s'est amélioré pendant ces 2 semaines de thérapie, par exemple. Dans le cadre de ces bilans intermédiaires, la situation est toujours analysée en détail. Si nécessaire, la hiérarchie des TOC est revue et le patient reçoit beaucoup de félicitations pour ses succès, ce qui est aussi très motivant. En fait, on le félicite vraiment d'être passé, d'avoir surmonté plusieurs étapes, de passer à une étape suivante, etc. Donc ça fait partie vraiment du protocole de prise en charge, en fait, cette façon de soutenir le patient. Ce qui aide beaucoup à motiver, à rassurer, etc. Alors, comment elles étaient mises en place, les expositions avec prévention de la réponse? Alors, comme on a dit, c'était partout dans la clinique, donc les patients se baladaient dans les couloirs, se rencontraient entre eux, se croisaient dans les espaces communs, chacun avec ses exercices à faire, toujours accompagnés justement par le thérapeute et par les proches. Elles sont appliquées avec une approche qui est... Pardon? Oui, ben. Est-ce qu'ils savaient les uns des autres quel était leur TOC? Pas forcément. Pas forcément, mais parfois oui, en fait. Il était libre de parler, de papoter. Les patients se rencontraient librement, en fait, dans les espaces de la clinique, donc ils pouvaient parler entre eux, voir. Et puis parfois, justement, comme on verra peut-être encore après, on participait aussi parfois aux expositions des autres. Donc on savait, par exemple,
nous, on était dans notre chambre avec notre fils, et puis on toquait à la porte, et il y avait un petit gamin qui arrivait, qui disait qu'il devait nettoyer la poignée de la porte parce qu'il avait des tocs d'hygiène. Donc, est-ce que je peux te nettoyer la poignée, en fait? Ben oui, vas-y, nettoie ta poignée, en fait. Donc, il y avait une interaction constante et régulière, ce qui aidait aussi d'un côté à motiver les patients, à leur donner en fait un sentiment de participation. Et pour nous les proches, on se sentait vraiment moins seul en fait. On partageait beaucoup de choses. Et chaque patient a un thérapeute dédié, mais tous les autres participent aussi. Parfois notre thérapeute venait chez nous, on ne savait même pas s'il était un thérapeute, un patient, un proche, un acteur, quelqu'un du staff, on ne savait pas. Et c'est ça que c'est la partie intéressante. Finalement, ce sont tous des thérapeutes. Voilà. Après, oui, on va dire ça, parce que les expositions sont proposées de façon très ludique aussi et très créative, en fait. Parce que chaque talk, alors il y a des thèmes qui sont précis dans les talks, il y a des grands thèmes. Des expositions. Qu'est-ce que vous appelez des expositions? Le fait que le patient est confronté à son angoisse, en fait. Par exemple, quelqu'un qui a un toc d'hygiène, donc il a peur des germes, on l'expose à cette peur. Par exemple, on lui dit, ok, maintenant là, tu vas toucher la poignée de la porte que tout le monde a touché, qui n'a jamais été lavé pendant des semaines. Tu touches ça avec ta main et tu n'as pas le droit de te laver les mains, en fait. Et après, tu dois peut-être manger un snack ou un truc comme ça. Et le patient doit se soumettre à ça et gérer l'anxiété, l'angoisse que ça déclenche, en fait. Donc c'est ça l'exposition. Et la prévention de la réponse, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de ritualiser, en l'occurrence de se laver les mains. Donc il doit résister et supporter, tolérer son anxiété jusqu'au moment où ça va commencer par descendre. Bonsoir Guido. Bonsoir. Je suis trompée, je suis allée ailleurs. Mais pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, et pendant qu'il y a son angoisse, il fait quoi? Alors, quand l'angoisse monte, le thérapeute il est là, il lui explique que l'angoisse va descendre physiologiquement d'ici un petit moment ou un peu plus long moment, mais ça va descendre physiologiquement, ça exclut que ça reste à ce niveau-là. On lui apprend des techniques de relaxation, de respiration, de mindfulness, des trucs comme ça. Les proches sont là aussi pour rassurer avec leur présence. Et c'est comme ça que ça se passe. Et à un moment donné, bien évidemment, ça c'est important aussi de le dire parce que c'est pas un truc strict. Ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, il y a un protocole, mais les expositions restent quelque part flexibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on propose une exposition, on pense que le patient est en mesure de gérer cette exposition, donc on lui propose ça. Si on voit que ça dépasse en fait les ressources du patient à ce moment précis, on revient un petit peu en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je reprends l'exemple de la personne qui touche la poignée de la porte et qui ne peut pas se laver les mains. Idéalement, elle ne devrait pas se laver les mains jusqu'au soir, par exemple. Mais là, on lui dit, ok, si on voit que ça dépasse à un moment donné les ressources du patient, on lui dit, ok, tu résistes encore 2 minutes et après tu peux te laver les mains. Donc, on y va de façon très, très, très douce, en fait. C'est ça aussi l'idée d'une hiérarchie. La hiérarchie, c'est quoi? C'est le patient qui établit quel est son toc le plus faible jusqu'au toc le plus fort qu'il a. Et on commence à travailler les tocs les plus faibles, les tocs qui déclenchent le moins d'angoisse, pour qu'il commence à s'habituer à la méthode et à comprendre comment ça fonctionne. Et qu'il voie aussi que l'angoisse monte, peut-être un petit peu, parce que c'est un toc léger, donc ça ne monte pas jusqu'à 10 sur l'échelle, mais peut-être jusqu'à 6, jusqu'à 5. Et il peut gérer ça. Quand vous dites on commence par les tocs les plus légers, c'est chez une personne ou... Non, individualisé en fait. Chacun, la personne qui souffre de TOC a peut-être plusieurs TOC, plusieurs thèmes, et il y en a qui sont plus angoissants que d'autres. C'est dans les bilans initiaux. Voilà, donc au moment du bilan initial, comme on a expliqué, on fait la white box, on évalue la sévérité du TOC en général, on regarde les comorbidités éventuelles, et on demande au patient d'établir une hiérarchie de ces TOC, en fait, de nous dire quel est le TOC le plus léger,
et quel est le TOC le plus sévère en fait, ce qui lui provoque le moins d'angoisse et celui qui provoque le plus d'angoisse. Et c'est toute une échelle. Et on commence à travailler sur le TOC qui déclenche le moins d'angoisse pour qu'il comprenne la méthode, pour qu'il puisse commencer aussi un parcours d'habituation par rapport à ce type de travail. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans ce programme, en fait, les expositions sont proposées aussi de façon, comme je disais, ludique et créative, parce que chaque patient est différent, chaque TOC est similaire, est égal dans son mécanisme, mais différent dans ses thématiques. Et donc, voilà, il y a énormément de possibilités de proposer des exercices ou des stratégies, en fait. Et donc, on a envie de dire que le thérapeute doit... Alors, le TOC est une pathologie très créative, hein, parce que ça peut se présenter sous des formes incroyables, en fait, très différentes, incroyables. Et le thérapeute devrait être plus créatif que le TOC lui-même, en fait, pour pouvoir le vaincre. Donc, les thérapeutes formés à ce type de programme, ils ont vraiment des ressources en créativité qui ne sont pas faibles. Hein. La structure est très stricte, mais dedans, chaque thérapeute est libre de s'exprimer sa créativité selon les patients. Bien évidemment, adapté aux besoins de chaque patient. Et il y a un côté aussi qui est drôle dans le TOC, et ce côté drôle est valorisé et mis en avant en fait dans ce type de programme, comme nous l'avons vécu, et cela aide à dédramatiser un peu aussi les situations, à créer une atmosphère, disons, positive et oui, quelque peu aussi détendue malgré tout à la clinique. Hein. C'est ça. Hein. Ou par exemple, tu peux raconter aussi ce qui s'est passé avec, par exemple, notre fils, il avait des TOC religieux en fait, et des TOC liés à la pensée magique. Donc, par exemple, religieux, c'était la pensée magique, surtout l'hypnose. Non, mais ça vient après. Moi, je voulais parler d'Anthony qui venait... Oui, la partie religieuse, il avait peur de... Si je ne fais pas ça, Dieu va me faire, je ne sais pas quoi, va punir moi, ma femme, ma famille, ma soeur, mon père. Et à un moment donné, dans sa chambre, un mec tout de noir vêtu, il est arrivé. Et il lui a dit, moi je suis sataniste et je te laisse la Bible satanique là. Sur le bureau. Sur le bureau. Et lui, il est resté un peu, il n'a rien dit, il n'a rien touché la Bible satanique pendant 2 jours. C'était angoissant pour lui de voir le truc sur la Et puis à un moment donné, il est arrivé à la toucher. Il y a eu tout un parcours, il a commencé par la toucher, puis pour l'ouvrir un petit peu. Puis ensuite, pour faire des expositions à l'extérieur, donc aller dans une librairie et demander s'ils vendaient des Bibles sataniques. Aller dans une église et chercher un pasteur, là on s'est un peu limité, mais enfin ça pouvait aller très loin quoi. Et à ce jour encore, finalement nous ne savons pas encore si c'était un thérapeute ou un acteur en fait qu'ils avaient embauché pour faire... Aussi vraiment il était sataniste ou non? Si il était vraiment sataniste ou pas en fait, c'est l'idée du doute en fait, mais même nous les proches on restait dans le doute en fait, on savait pas. Et si on posait la question, la réponse était toujours maybe, maybe not. Et on devait se contenter de ça. Donc l'idée de vivre avec le doute en fait, qui est la base en fait, le TOC est la maladie du doute. Donc bien évidemment. Hein. Donc voilà. Bien évidemment, il n'est pas parti les premiers jours avec l'exposition d'aller en église à demander au curé s'il avait par exemple cette année. Puis il n'a pas fait ça, bien évidemment. Si tu es limité, tu ne dois pas tout faire. Bien sûr. Si ça dépasse quelque chose de spécifique. Ils sont très attentifs et si ça, voilà, ils ont beaucoup de respect pour les croyances personnelles. Alors voilà, bien évidemment, et tout est bien ciblé. Mais à la librairie, à la librairie, j'ai passé 45 minutes avec lui parce qu'il avait peur de demander à quelqu'un. Moi, je dis, mais vas-y. Tu dois le faire. Oui, tu dois le faire. Du coup, on ne sait pas. Puis, à un moment donné, il a, vous avez vu satanique? Il dit, non, on l'a pas. Ok, merci. Alors là, on a d'autres exemples. Moi, j'avais écrit, par exemple, là, c'était Maddy, c'était une fille qui était à la clinique avec nous et ça fait de mathématiques. Alors elle, par contre, par exemple, elle avait un TOC de perfectionnisme. Donc, elle pouvait
Elle devait être parfaite, surtout que ce soit un devoir d'école, que ce soit sa façon d'être habillée, d'être coiffée et tout. Elle mettait des heures le matin pour s'habiller parce qu'elle n'était jamais suffisamment parfaite. Elle avait beaucoup de peine à l'école parce qu'elle ne pouvait pas faire un petit truc, une petite virgule de côté parce que ça, après, elle devait tout refaire, etc. Donc c'était affreux pour elle. Du coup, par exemple, une exposition qu'elle a dû faire, à laquelle, et là c'est un exemple aussi de la participation de tout le monde à ces expositions, elle a dû prendre une feuille, écrire des calculs. Elle avait 9-10 ans à l'époque. Elle a dû écrire des calculs de mathématiques, mais hyper basiques, genre 2 plus 2, 3 plus 1, des trucs comme ça, et donner des faux résultats. Alors 2 plus 2 égale 5, 3 plus 1 égale 7, et puis afficher la feuille dans le couloir de la clinique. Et tout le monde, les patients, les proches, les thérapeutes, devaient passer voir la feuille qui avait son nom dessus, puis aller la chercher, lui dire, m'a dit, mais tu vois, mais c'est la honte. Elle se moquait d'elle. À 10 ans, tu n'arrives pas à faire des calculs comme ça, mais tu n'as pas honte. C'est horrible, c'est n'importe quoi, vraiment, ce que tu fais là. Elle devait gérer ça, en fait. Et les thérapeutes nous expliquaient, en fait. Alors, si vous croisez Maddy dans les couloirs, vous devez lui dire ça. Donc, on faisait ça, quoi. Ou alors, elle a dû venir un jour avec des habits tout troués, tachés, avec un sac poubelle dessus, en fait, des trucs comme ça. Et puis nous, on devait se moquer d'elle, en fait. Ah, mais regarde comment t'es habillée. Mais non, mais t'es dégueulasse, quoi. Elle était dans sa chambre. Elle était dans sa chambre comme ça, mais c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, et tout le monde participait à ces expositions. Et dans le cas de Vittorio, par exemple, lui, il avait aussi un TOC, de ses TOC les plus sévères, c'était un TOC lié à la pensée magique, oui, à l'idée que quelqu'un ou quelque chose puisse contrôler son cerveau, son esprit, ou l'hypnotiser en fait. Donc par exemple, il avait des crises d'angoisse horribles s'il voyait des feux clignotants dans la rue, parce que pour lui, il avait peur d'être hypnotisé, ou s'il voyait des formes en spirale, ou des yeux, quelqu'un qui le regardait dans le tram, ou des trucs comme ça, il pensait je suis hypnotisé, et on contrôle mon esprit, et il partait dans des crises horribles. Alors, en fin de traitement, bien évidemment, ça c'était son TOC peut-être le plus sévère, donc on abordait ça en fin de traitement, donc après presque 2 mois de traitement. On lui a demandé de faire une recherche sur l'hypnose, et de préparer une présentation expliquant l'histoire de l'hypnose, l'utilisation de l'hypnose dans différents domaines aujourd'hui, etc. Donc il a travaillé pendant 3-4 jours dans la salle des ordinateurs à la clinique pour préparer sa présentation. Il a préparé une présentation, un PowerPoint comme celui-ci, avec cette histoire de l'hypnose et tout. Et puis il a dû présenter ça à tout le monde. Donc le jour J, les thérapeutes ont toqué à toutes les portes en disant à 15h cet après-midi, il y a la présentation de Vittorio à la salle commune, vous êtes tous invités. Donc tout le monde à 15h était à la salle commune pour entendre la présentation de Vittorio. Donc lui, il a présenté sa recherche sur l'hypnose, et puis il y avait le moment questions-réponses, il a dû répondre à des questions, on était sollicité à lui poser des questions, que ce soit un patient, un proche, tout le monde pouvait poser des questions, et il a dû gérer ça, quoi. Donc voilà, ça a été un gros succès pour lui, en fait, d'arriver à faire ça, de pouvoir le surmonter. Des questions vraiment concrètes et ciblantes, hein, pas quelque chose vraiment difficile même à répondre. Alors, quels sont les résultats envisagés pour ce type de traitement? Les résultats sont les suivants, disons ça comme ça. Alors, l'acquisition d'outils fondamentaux pour la gestion du TOC, déjà. Une nette amélioration de la qualité de vie du patient et de son fonctionnement au quotidien. La possibilité concrète d'éliminer dans un délai entre 12 et 24 mois d'habitude le médicament, si médicament il y a, et un médicament dont la prise sans traitement adapté est souvent prévue à vie. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que statistiquement, ce type de programme a un succès de 80%, c'est-à-dire que 80% des patients ont un bénéfice important en fait, après ce type de programme. Il y a toujours un 20% de patients qui résistent, parce qu'il faut pas rêver, il y a quand même des TOC qui sont résistants, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette miracle. Mais statistiquement et sur la base des études qui ont été faites, c'est un pourcentage de réussite assez important. Alors là, oui. Sur combien de personnes en tout? 80% mais combien de personnes?
Alors, en général, comme statistique, enfin, si on a 100 patients qui participent à ce type de programme, 80 patients auront un bénéfice important et 20 patients seront quand même résistants ou auront un bénéfice limité. Ok. Pour vous donner maintenant un petit visuel en fait concret du programme comme nous on l'a vécu à la clinique à Tampa, et nous vous montrons quelques images, quelques photos que nous avons prises à la clinique à l'époque pendant la thérapie de Vittorio. Alors nous n'avons pas osé trop filmer et photographier bien évidemment, mais voilà, on a fait quand même, on a pris quelques petites photos. Alors ça, c'est les couloirs de la clinique. Donc vous voyez que les tableaux déjà sont accrochés de travers pour exposer les personnes souffrant de TOC, de symétrie et de précision. Donc nous entrons à la clinique, nous voyons ça, d'instinct on voulait aller les redresser, on ne pouvait pas, elles étaient vraiment collées comme ça, on ne pouvait pas les bouger. Donc vous imaginez la personne souffrant de TOC, de symétrie, de précision, c'est dès l'entrée à la clinique une exposition constante en fait, toute la journée. Vous voyez ici aussi les portes des chambres. Alors ça c'est les chambres, et comme je disais, c'est pas des chambres hospitalières, alors il n'y a pas de blouse blanche, il n'y a pas une ambiance hospitalière, c'est des cabinets de psychothérapie avec chaises, fauteuils, bureaux, etc. Donc c'est très agréable parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans un cadre d'hôpital psychiatrique en fait. Donc oui. Alors ça c'est la chambre de Vittorio. Alors vous voyez, il y avait des chaises, il y avait un pupitre, il y avait des fauteuils, etc. Ce que vous voyez là, à un certain moment de son parcours thérapeutique, un beau matin, nous arrivons à la clinique et nous trouvons la chambre de Vittorio complètement réaménagée dans le sens qu'elle était toute pleine d'éléments déclencheurs en fait de ces TOC liés à la pensée magique, liés à l'hypnose, au contrôle mental. Donc vous voyez ce que les thérapeutes ont fait. Alors nous on ne sait pas quand ils ont fait ça, pendant la nuit, j'en sais rien. Nous sommes arrivés le matin et la chambre était comme ça. Alors vous voyez hypnose, 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 contrôle mental, des yeux qui le regardent, des trucs qui pendaient du plafond, qui oscillaient comme des pendules qui auraient pu l'hypnotiser, plein de trucs. Et après, à partir de ce jour-là, ils augmentaient en fait au fil des jours. Chaque jour, il y avait quelque chose de nouveau, en fait, un petit truc de plus, 2-3 feuilles de plus, 2-3 photos de plus, des trucs comme ça. Et ça, c'était à côté de ses expositions, en fait. C'était le milieu. Il était obligé de rester dans sa chambre toute la journée. Sa chambre était comme ça. Donc, c'était pas évident pour lui, mais bon, oui, c'était comme ça. Alors ça montre aussi l'implication des proches. Ça c'est Marcello qui a dû se balader dans les couloirs de la clinique avec une pancarte accrochée au cou qui disait « Hypnotisez-moi si vous voulez » ou « Je pourrais être sous contrôle mental en ce moment ». Donc voilà, il a dû faire ça. Ça c'est le jour de la démission de Vittorio de la clinique. Donc là, ça montre aussi un peu justement l'approche ludique et motivationnelle que je disais tout à l'heure. Au tableau, vous voyez, en fait, sont évoqués les TOC que Vittorio a réussi à surmonter, donc les TOC religieux, les TOC liés à l'hypnose, etc. Puis il y avait des donuts, il y avait des trucs, on a fait la fête, on a bu, on a mangé, et on l'a beaucoup, beaucoup félicité. Donc, il y avait vraiment une reconnaissance de ses ressources, une mise en valeur aussi de ses ressources, en fait, des ressources du patient. Ce qui l'a beaucoup aidé aussi dans son estime de soi, dans son bien-être après personnel, quoi, se dire quand même j'ai réussi en fait, et c'est reconnu. Donc c'était quand même important. Ça c'est le bilan final de Vittorio. Alors, vous voyez, à l'entrée à la clinique, il avait eu un Cybox de 33, qui est un TOC sévère, très sévère en fait. Et à la sortie, alors 2 semaines après, à la mi-juillet, il était descendu à 28. Début août, il était descendu à 16, et au moment de la sortie, il était à 17. Donc on a eu un bilan de sortie entre 16 et 17, qui veut dire TOC léger à modéré. Donc, voilà. Ah pardon, vous voulez que je revienne en arrière? Est-ce que je
Ouais, que Madame Brevet peut-être une photographie. C'est très précis comme méthode. Oui. Incroyable. Alors, nombre d'études scientifiques, analyses et méta-analyses prouvent l'efficacité de ce type de programme. Là, nous vous montrons juste un exemple, un article signé entre autres par Wayne Goodman, qui est le créateur de la Y-Box, et par Eric Storch, qui est le psychologue spécialiste avec qui nous collaborons en fait. Sur le site internet, on a cette PDF. Tout à fait. Ça, c'est un article au sujet non seulement de l'efficacité du programme, mais aussi de la rentabilité de ce type de programme. Parce que, bien évidemment, vous pouvez imaginer que les coûts d'une hospitalisation stationnaire de plusieurs mois est différent du coût d'une hospitalisation comme celle-ci en hôpital de jour sur 6 à 8 semaines. Donc, oui. Mais on a une bibliographique après. On peut aussi On va vous montrer là, sur notre site internet, on a 7 études, plus nombre d'autres. Là, je te laisse voir. Alors, ça c'est l'étude nous venons de parler. L'efficacité, ça c'est l'échelle Y-Box. Et ça c'est la diminution. Les points qu'on dit. Les points, en fait. si on part à 40, avec le IOP et les PHP, on descend On se situe là. Donc, ça. on s'améliore de 16 points. On s'améliore d'environ en 16 moyenne. points. Alors qu'avec des médocs, Avec le seul médicament. seulement des on en médicaments, est là. et si on ajoute de la CBT normale, de la TCC normale, on est un peu là. Mais finalement, ce qui est important à retenir, c'est que ce programme, on a une forte amélioration, bien évidemment un coût plus important. Voilà. D'environ $20 000, $18 000 pour le 7, 8, 9 semaines. Alors que médicaments, c'est bien moins coûteux. C'est ça, mais c'est un investissement. Mais c'est un investissement. Et l'autre tabelle, même chose. Ça, c'est les PHP, c'est-à-dire les 6 heures par jour. Ça, c'est chaque point, c'est chaque patient. C'est un patient à la base. Et on a L'amélioration. l'amélioration entre 13, 14, 15, 18, 19. Bien évidemment, un coût entre 17 000 et 20 000. Ça, c'est les PHP, les IOP. C'est un ambulatoire intensif. L'ambulatoire intensif de 3 heures. Légèrement moins cher. Oui. Finalement cher, presque, aussi- mais l'amélioration, c'est efficace, mais pas si efficace. Et C'est-à-dire, c'est les autres modalités de prise en charge. pardon, sorry, moins cher, bien évidemment, Oui, mais mais même résultat. Et ici, on a que le médoc et tous les autres types de thérapies. Ça, c'est un des nombreux études scientifiques. ok. Maintenant sur notre projet. Notre projet est en train d'être développé en 3 étapes. La première étape est une formation de niveau 1, c'est-à-dire une introduction à la méthode en fait pour les professionnels de la santé mentale, donc psychiatres et psychologues, psychothérapeutes. Cette formation a déjà eu lieu sur une journée en présentiel à Genève le 14 février 2023. On a formé 15 thérapeutes. La deuxième étape, c'est la formation du niveau 2, donc une formation avancée et continue de 4 jours en présentiel à Genève, accompagnée de 6 mois de supervision à distance, à raison de séances de 90 minutes, une semaine sur 2, toujours pour les professionnels de la santé, psychiatres et psychologues, psychothérapeutes. Cette formation est en cours maintenant, a commencé le 2 septembre dernier et se terminera le 31 mars 2026. Nous sommes en train de former 24 thérapeutes à ce type de travail et on a le soutien de l'État de Genève. On est heureux d'avoir ça. La troisième étape sera la mise en place du programme sous forme d'une phase pilote d'une durée de 2 mois pour enfants et jeunes jusqu'à 25 ans. C'est une phase qu'on espère pouvoir développer courant l'été 2026 en collaboration avec le CCEAF, donc le Centre de consultation enfants, adolescents et familles ici à Genève. Cela si on aura les ressources financières, parce que je rappelle que la Fondation est une petite entité qui travaille qui fonctionne par levée de fonds. Donc voilà, on est en train de chercher les fonds pour ça. Idéalement, et toujours si on aura les fonds, les ressources financières et aussi les ressources logistiques, on aimerait
compléter la phase pilote avec un projet élargi aux adultes. Mais ça, c'est encore à étudier, à voir si on y arrivera en 2026. En résumant, les objectifs du projet sont l'introduction à Genève et en général plus tard en Suisse de ce type de programme. C'est l'idée de combler un vide thérapeutique important, donc de proposer des soins intermédiaires pour la prise en charge du TOC. C'est l'idée que le programme puisse être reconnu dans le futur par les assurances maladie. On est en train de travailler pour ça, de les approcher, de négocier. Tout ça dans l'idée de changer enfin le paradigme de prise en charge du TOC en Suisse en fait. Et dans tout ça, nous souhaitons remercier Eric Storch et Benjamin Chang donc du groupe RBH Houston qui nous permettent de profiter d'un groupe de professionnels extraordinaires qui sont en train justement de former nos thérapeutes. Et ces formateurs sont Jordan Steed, Caleb Black, Rebecca Hamblin et Marnie Jacobs, donc tous des formateurs avec une grande expérience. Nous remercions Magali Boleri et Eric Ferrand, les directeurs du CCAF, qui est notre centre partenaire et qui vont accueillir le projet pilote. Nous remercions Guido Bondolfi, Julien Elov et Sigrid Malanden, qui sont nos précieux membres du conseil de fondation. Nous remercions l'ITOC, là c'est pas la bonne slide, c'est pas la bonne version. L'association ITOC Genève, qui nous soutient, avec qui nous travaillons en stricte collaboration. Et toutes les entités qui nous soutiennent en fait. Donc merci beaucoup. Et là, vous avez les coordonnées, en fait, le site web de notre fondation, un QR code pour avoir les informations, avoir accès à notre site. Et voilà. Merci beaucoup. Okay.